Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera bien sûr de BTC dans un premier temps, qui est sur un niveau très important. Donc je vous donnerai clairement mon avis en toute objectivité sur ce que je vais surveiller dans les prochaines heures, les prochains jours, en fonction de ce que va faire le BTC. Ensuite, on parlera de Ether qui performe plutôt bien aujourd'hui. On parlera de certaines altcoins, notamment 3 altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai noté MYX, AVAX et Ondo. On parlera également du marché US avec pas mal de volatilité aujourd'hui. Et puis voilà, on va faire une revue assez globale. Je vous rappelle, il vous reste maintenant que quelques jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Si vous voulez dès maintenant profiter de l'offre, vous former, avoir une vraie stratégie de trading, être autonome, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc voilà, tu as toutes les informations de ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, on a une bonne réaction pour le moment. Maintenant, vous le savez si vous avez écouté les dernières vidéos, moi j'estime que c'est beaucoup trop tôt ici pour parler de retournement. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau de résistance. On est sur le niveau qui nous a inversé cette dynamique. Là, c'est un fait. Si on regarde les creux et les sommets, on était dans une trend haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, d'accord? Jusqu'à ici, on a fait un creux plus bas que le précédent. Donc on a un changement de dynamique, un changement de structure. Le fait d'avoir un changement de structure, moi ça me dit, ok, prudence, attention Nico, on est quand même dans une grosse tendance haussière à long terme, ça c'est un fait. Par contre, petite dégradation sur du moyen terme. Dégradation sur du moyen terme, c'est pas ça qui engendre un bear market et un moins 90%. J'abuse, BTC ne prend pas moins 90%, mais un moins 70%. Par contre, ça peut engendrer ce genre de baisse. Vous voyez, moins 30%. Quand on a une inversion de dynamique, quand on a ici une structure de top où moi je réduis mon exposition, je suis bien content de pouvoir acheter 30% plus bas. Pourtant, ici, au moment où on a ce retournement de tendance, on a une inversion de dynamique sur du moyen terme, pas sur du long terme. Parce que ici, si je me mets en weekly, la tendance de fond, à ce niveau-là, reste haussière. Là, on pourrait avoir la même chose. C'est pour ça, j'ai été le premier à vous dire, j'ai réduit mon exposition au moment où on a eu ici des signaux qui n'étaient pas spécialement encourageants. À ce niveau-là, au moment du break, pullback, rejet ici, d'accord? J'ai réduit mon exposition parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça et je n'aime pas être pas mal exposé quand on a un marché qui est incertain. Attention, certains vont me dire, ah oui mais Nico, tu vois, tu t'es désexposé, on a un marché qui monte, t'es nul. C'est pas ça le but. Le but c'est, j'ai un setup, j'ai une stratégie, je la respecte et je suis à l'aise avec ça. Et quand je réduis mon exposition, moi j'ai un BTC avec un prix moyen d'achat à 25 000 $. Donc ça me dérange pas du tout de réduire mon exposition ici. C'est pas une question de je veux vendre le top parfait. Non, c'est juste que je vois un marché qui devient un peu incertain, je réduis mon exposition. Maintenant, j'ai été le premier à vous dire, si on commence à réintégrer ce niveau-là, repasser au-dessus, l'idéal c'est vraiment un break là. C'est vraiment de casser ce sommet-là et de vraiment break cette zone de résistance. Comme on l'a break ici. Vous voyez, cette clôture daily là, on a un fort break. Ça c'est pas un break timide, c'est on y va. C'est pas comme cette mèche là, ok, où là on a un rejet. Et alors c'est sûr, ensuite on break, mais là si je me mets en mode replay, ok, on pouvait être juste sur une prise de liquidité. Tout simplement une prise de liquidité. Donc ça c'est important de le comprendre. Ce que je veux surveiller actuellement, c'est une vraie impulsion, un vrai break de cette zone de résistance. Si j'ai ça, on aurait à nouveau une inversion de notre dynamique, une réintégration de ce niveau-là, et on aurait de grandes chances d'aller ici ensuite chercher la zone des 117 000 $. Surtout on repasserait au-dessus du tunnel H4, qui pour le moment c'est un niveau qui fait office de résistance. On ne l'a pas encore touché, mais on est quand même sur des niveaux clés. On consolide sur un point pivot weekly. Voilà, on le voit bien, toujours des niveaux intéressants à surveiller. En début de semaine et début de mois ici, on a fait la liste des zones de support et de résistance que moi je surveillais, que ce soit les points pivots weekly et les points pivots monthly. On voit que c'est des niveaux très pertinents, ou encore aujourd'hui, on vient poser ici un potentiel top, alors trop tôt pour parler top, mais on voit qu'on consolide. Bon, dans tous les cas, on a ici une dynamique haussière, par contre, on n'a pas un flux qui est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que les creux et les sommets sont bien de plus en plus hauts, mais on n'a pas un fort momentum. On voit que, voilà, on a, quand on regarde le tunnel 15 minutes, il n'est pas aussi haut que quand on est comme ça. Il n'est pas aussi vertical, c'est le mot que je cherchais. Mais là, on a un fort flux aussi. Pour le moment, on est sur un flux qui est timide, mais on est bien dans une tendance qui est haussière. Par contre, attention. Quelqu'un qui cherche des longues ici, c'est beaucoup trop tard. Et on est même dans une configuration où là, ça peut être intéressant de prendre des shorts si on a des setups qui s'enclenchent. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je localise mon trade, c'est la chose la plus importante. Quand vous tradez, ok, vous devez quadriller votre chart, vous devez savoir les zones d'intervention. Et là, on a une forte confluence de niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a un point pivot weekly, on a un tunnel H4,
on a cette zone de polarité qui fait office de résistance, il y a pas mal de niveaux ici. Ensuite, quand on a localisé notre niveau, on ne veut pas spécialement anticiper, on veut avoir une réaction de marché. On ne veut pas anticiper un rejet, on veut constater qu'on a un rejet. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir si j'ai un affaiblissement du momentum, comme on a ici. Vous voyez, là, j'ai un affaiblissement du momentum, comme on avait pareil à ce niveau-là. Vous voyez, on fait un exemple ici, ça c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. On a sur le MACD ou un indicateur de RSI, peu importe ce que vous utilisez comme indicateur de momentum, mais ce qu'on veut voir, c'est pour avoir une divergence baissière, un sommet sur l'indicateur plus bas que le précédent et sur le cours un sommet plus haut. Et là on a une divergence baissière, ce qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement. Et on voit ensuite on a un rejet. Là on pourrait faire la même chose parce que là on a une divergence baissière, on pourrait en faire à ce niveau-là une plus grande, ça serait bien de la valider et break ce creux-là sur le MACD, on validerait également un M, parce qu'on peut utiliser les structures sur les indicateurs de momentum. Et c'est ce qui nous validerait ici un affaiblissement. Et ensuite, pour confirmer l'inversion de notre dynamique, parce qu'il y a trois choses, hein. On localise nos entrées, on regarde le momentum, et ensuite on veut une inversion au niveau de notre structure. On veut avoir un break d'un creux, une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que, ok, la structure s'inverse. Et là, on est dans une zone où, clairement, prendre un short, si on a un setup avec un stop loss au-dessus, type invalidation au-dessus du tunnel H4, ou un peu plus serré si on a une réaction, ça à vous de voir, et aller chercher du 2-3 pour 1, bah, c'est un setup qui peut clairement se prendre, d'accord? On est dans une zone où prendre des shorts, c'est une entrée selon moi professionnelle. La personne ici qui cherche des longues, bah, se positionne clairement sur une résistance, c'est pas le long le plus intéressant. Donc voilà, vous avez mon plan, moi de mon côté, comme je l'ai dit, plutôt une zone où on va chercher des shorts, je ne chercherai pas de longues, et si je souhaite augmenter mon exposition BTC ou d'autres altcoins, hein. C'est-à-dire je regarde BTC parce que c'est le leader, ensuite j'avise sur des cryptos. Quand j'ai réduit mon exposition à ce niveau-là, je l'ai réduit principalement sur des altcoins, notamment Ether, beaucoup plus que le BTC. Mais je regarde le BTC parce que ça reste le leader, même si Ether lead beaucoup le marché ces derniers temps, je préfère quand même regarder le BTC. Donc vous avez mon plan, tendance baissière moyen terme, tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, bullish si on a une réintégration et de l'acceptation de ce niveau-là, tendance long terme haussière, toujours préservé, et là sur du court terme, plutôt une zone, on va chercher des shorts si on a un signal baissier. Voilà de ce côté-là sur le BTC. On peut rapidement parler d'order flow, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On a toujours des spreads qui sont ici négatifs sur le BTC. On avait eu des pics à un moment assez intéressant, c'était quoi, 21 juillet, bon c'était qu'on avait quand même une bonne volatilité, on était sur des niveaux assez hauts, c'était à ce niveau-là. Je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot, parce que le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot, c'est pas du tout les mêmes, c'est deux contrats qui sont différents. L'intérêt de les soustraire, c'est de voir que lorsqu'on a un prix qui est au-dessus du zéro, c'est-à-dire qu'on a un prix du contrat perpétuel qui va être, le point P, il va être supérieur au prix du contrat spot, ce qui nous indique comme quoi on a du FOMO, on a un intérêt beaucoup plus important sur les contrats perpétuels, ce qui veut dire l'utilisation d'effets de levier. Souvent, c'est là où on a pas mal de FOMO et on peut marquer des tops. Et très souvent, les bottoms se posent avec un spread négatif. Comme également, pareil, les bottoms se posent très souvent avec un funding négatif. Vous voyez, pareil, ici, on retrouve des fundings négatifs, on pose un bottom, et quand on commence à avoir des fundings trop importants, hop, funding, hein, c'est ce qui permet de maintenir un prix du contrat perpétuel proche du contrat spot. Vous voyez, qu'on a des fundings trop importants, c'est souvent des signes de top. Hein. Hop, on le voit à ce niveau-là. Bon, rien à voir avec ce qu'on a eu en 2021 quand même, bien sûr, mais on voit que quand on a un marché qui s'excite un peu, c'est des phases de top. Et funding négatif, des phases de bottom également. Alors là je suis sur Ether, c'est vrai, je l'ai même pas vu. Bon, ça marche pareil, hein. Là, ce que je vous ai expliqué sur Ether, ça marche pareil, hein. Mais voilà, sur BTC, hop, je me remets en journée là. Vous voyez, funding fortement positif, top de marché. Là on n'a pas eu des gros funding positifs, mais souvent par contre quand on a des funding négatifs, c'est des bottoms qui sont posés. Crash de FTX, vous voyez, gros funding négatif. Et voilà, donc ça, c'est un peu de l'order flow, on va au-delà de l'analyse technique, mais ça permet d'avoir des données souvent que pas tout le monde va avoir ou pas tout le monde regarde, et c'est intéressant, ça permet d'avoir un exemple aussi de psychologie de marché. La psychologie de marché, on peut la mesurer via notre analyse personnelle, en regardant les réseaux sociaux, en regardant comment les intervenants se comportent, ok, mais on peut la regarder avec des data comme ça. Voilà, de ce côté-là, sur le BTC, moi j'ai rien à dire de plus. Au niveau d'Ether, qui est également sur une zone de résistance, qui pose un bottom pour le moment sur le tunnel H4. Maintenant, moi je vous l'ai dit, pour avoir un signal bullish sur Ether,
faut repasser au-dessus des 4500. Si on repasse au-dessus des 4500, on peut avoir ici un signal assez intéressant et aller chercher l'ATH. Mais c'est quand même un bon niveau de résistance, parce que là on voit que on avait une trend qui était plutôt baissière, et le fait de casser cette zone de résistance, ça voudrait dire qu'on break ce précédent sommet, on a une inversion de dynamique, et ça pareil c'est un signal bullish. Après, je l'ai toujours dit, Ether reste dans une tendance moyen terme haussière. Moi j'ai préféré réduire mon exposition parce que BTC envoyait des signes qui n'étaient pas incroyables. Par contre, la personne qui me dit bah moi écoute Nico, Ether pour moi c'est le leader, je ne réduis pas mon exposition parce qu'on est dans une tendance moyen terme haussière et une tendance long terme haussière, bah ok, il n'y a pas de souci, c'est une analyse qui est cohérente. C'est juste que, voilà, comme je dis, quand vous avez un prix moyen d'entrée à 1500 $, 1600 $ sur Ether et vous en avez accumulé énormément ici, voilà, j'ai pas de mal à réduire mon exposition ici, à prendre du cash au cas où. Et souvent, on voit quelqu'un quand il prend des profits comme limite quelqu'un de lâche ou quelqu'un qui anticipe un bear market. Non, c'est juste au bout d'un faut se payer, d'accord. Le taf il a été fait. Ether peut aller plus haut et je vois un Ether aller plus haut sur du long terme, et bien sûr que j'ai des prises de profit pas encore mis, mais je sais où je cherche à prendre des profits si on va chercher du 7, 8, 9, 10 000 $, ok, parce que déjà bah Ether n'a pas été chercher ses targets de bull market, et surtout vu qu'on a fait un nouvel ATH, c'est des targets qui sont réalistes maintenant. 118 100% d'extension, 7300 8800 $, d'accord, puis il y a le palier des 10 000 $, clairement. Donc oui, je pense Ether ira chercher ces 10 000 $. Ça va pas se faire en une semaine, d'accord, mais je garde une exposition sur Ether parce que je suis bullish, mais j'ai quand même récupéré du cash, parce que si on a un retracement, eh ben, je serais bien content d'avoir du cash pour me positionner. Rappelez-vous, un trader, un investisseur, c'est pas la personne qui fait all-in, c'est pas la personne qui réussit le coup du siècle, c'est quelqu'un qui est constant, ok, et qui a une flexibilité de s'adapter peu importe comment le marché évolue. Et ça, souvent, beaucoup de personnes sont all-in, et si on leur dit, si le marché fait ça et perd 30-40%, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, la personne va sûrement trouver des excuses, mais au fond d'elle, elle fera rien, elle va juste hold, comme la majorité de gens à ce niveau-là, quand ils ont pris cette baisse-là de moins 60% sur Ether, ils ont juste hold, ils ont rien fait. Ils n'avaient pas de cash ici pour se positionner, d'accord, parce qu'ils n'avaient pas de balance cash crypto, ils n'avaient pas pris leur profit, et ils se sont retrouvés à hold. Et au final, bah, c'est une opportunité de rater. Alors c'est sûr, actuellement, la personne qui est rentrée là, elle est en positif. Sauf que, est-ce que c'est intéressant d'être en positif de 6% quand le marché a dégringolé de moins 60% et que tu aurais pu récupérer une partie ici, je dis pas tout vendre, mais et re-rentrer ici. Et du coup, là, par contre, tu as une performance qui est plutôt pas mal. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'avoir cette capacité à prendre ses profits sans réduire l'entièreté de son exposition. Moi, je suis jamais 100% cash. C'est impossible, c'est inconvenable pour moi d'être 100% cash. Maintenant, Ether, pareil, comme je l'ai dit, moyen terme, bullish. Si on met des points pivots, on s'arrête parfaitement sur un point pivot weekly. Ça, on l'avait vu ensemble, mais voilà, on voit ici la pertinence des points pivots. C'est tellement un outil que j'adore utiliser au quotidien, que ça soit sur du court terme, c'est très précis, hein. On voit bien ici ce point pivot monthly, également, regardez la pertinence là, point pivot weekly, parfaitement, office de résistance, regardez là, point pivot weekly, parfait, à ce niveau-là, parfait. Voilà, c'est très intéressant de trader avec ce genre d'outils, et moi c'est un indicateur que vous pouvez récupérer. Mettez ça là, Multi-Prime Vegas, ici tunnel et point pivot, voilà, et vous pouvez l'ajouter, ça vous affichera ici cet indicateur là. Voilà, après vous pouvez le configurer, hein. Vous pouvez mettre uniquement les points pivot weekly, monthly, ça à vous de voir, mais là vous avez tous les tunnels Vegas et les points pivot. Bon, sur Ether, rien d'autre à dire de plus, à part que, comme je l'ai dit, on est sur une zone intéressante pour chercher des shorts. C'est pareil, sauf que Ether va avoir un momentum un peu plus intéressant que le BTC. Pourquoi? Parce qu'on a un bon flux haussier avec un bon pump, d'accord? Donc idéalement, là, si on a une prise de liquidité et réintégration, il peut y avoir un short qui se prend. Par contre, si on n'a pas ça, et au contraire, on a un break et de l'acceptation au-dessus, plutôt dans un scénario, on va chercher des longs. Donc on n'anticipe pas, vous voyez, on observe comment le marché réagit. Là, certains vont se dire, ça y est, c'est reparti, bullish, etc. Non, attention, on est sur résistance. On casse ce niveau-là en pullback, bullish. Ok, pas de souci, bullish, grande chance d'avoir une reprise haussière et d'aller chercher l'ATH. Par contre, on prend la liquidité, on a juste une mèche et on réintègre, bearish, et on pourra avoir une réintégration. Je n'anticipe pas, je réagis à ce que je vais voir. J'ai des scénarios en tête, ils s'appliquent, je rentre en position, ils s'appliquent pas, bah j'attends d'avoir un signal plus intéressant.
Voilà de ce côté-là sur Ether. Alors au niveau des altcoins, mais avant on va faire rapidement une analyse du marché US. Ouais, pas mal de volatilité aujourd'hui. On le voit bien là, ces derniers temps le marché est pas mal volatile, hein, que ça soit la baisse de mardi. Voilà, ça bouge pas mal. On a eu ici une mèche assez basse qui a été plutôt bien ravalée. Maintenant, je reste quand même méfiant. Ok. Tunnel H4 qui fait office de support. Tendance moyen terme préservée pour le moment sur le SP500. De toute façon, le plus important, c'est là. Hein. C'est dans 13 jours. Hein. Là, ça va être très important. Alors, 95% price, une baisse des taux. On verra si ça a lieu. Pour moi, il y a de grandes chances qu'on ait une baisse des taux. Après, ce qu'il va falloir regarder, c'est là. C'est 29 octobre et 10 décembre. C'est là où ça va bouger. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, là, on a le marché qui anticipe. Ça, c'est dans les cours. Ça veut dire que les baisses des taux qui sont anticipées, c'est-à-dire 2 baisses des taux, voire même 3 baisses des taux potentiellement, ok, c'est anticipé. C'est dans les cours. C'est-à-dire le marché l'a enregistré, cette information-là. Ne vous attendez pas à, quand on a une baisse des taux, que le marché pump d'un coup. Il y aura un pump, c'est sûr. Il y a de grandes chances, en tout cas. Maintenant, voilà, soyez quand même méfiants. C'est toujours des news avec pas mal de volatilité. Mais pour moi, il y aura un potentiel pump. Maintenant, comme je dis, c'est déjà pricé. Ce qui veut dire que quand on va arriver au 29 octobre, il y a 53% qui ont pricé une baisse des taux supplémentaires, donc ça fera 2 baisses des taux en tout, et globalement 50% qui ont pricé pas de baisse des taux. Donc là, ça veut dire que il va y avoir un repricing, c'est obligé, il va y avoir un repricing, que ça soit à la hausse ou à la baisse, en fonction de qui va avoir raison, et là ça va créer de la volatilité. Là on va arriver dans un marché, ok, avec une forte volatilité, parce que les dernières baisses des taux qu'on a eues, on était sur quelque chose de assez certain, d'accord. C'était, voilà, on était sur du 95%, 100% même. On avait des fois les dernières baisses des taux, on était sur du 100%. Donc c'est déjà pricé. Sauf que quand vous arrivez dans des phases où c'est du 50-50, ça va peut-être bouger d'ici là. D'ici le 29, ça aura peut-être changé. Des fois, on sera peut-être à 80-20, mais peu importe. Ce qui est sûr, c'est on va avoir de la volatilité. Donc faut être prêt. Là, faut vraiment être prêt, sinon ça va être très compliqué le marché à trader. Alors, au niveau des altcoins, on a MYX, crypto, oula, alors, bon, ça déjà, très compliqué pour moi de me positionner sur du long terme comme ça, même impossible. On est beaucoup trop, là si je me positionne sur du long terme, j'ai une invalidation sous ce creux là, parce que si j'ai pas d'invalidation et qu'on dump, c'est moins 80%, non, hors de question. Donc la crypto pump, normal qu'on me demande de l'analyser, en général c'est à ce moment-là qu'on me demande. Si je mets des moyennes mobiles, on est revenu chercher un niveau intéressant, le tunnel H4. Maintenant, il peut y avoir un signal si on passe au-dessus de ce niveau-là, ou un signal si on a une prise de liquidité, réintégration. Mais ça, c'est des cryptos, attention à comment vous les trader. Pourquoi? Parce que on a pas mal de volatilité et il peut y avoir des prises de liquidité, ça va vite. Hein. Regardez en H4, hein. Regardez cette bougie-là, ça doit être à moins 40%. Allez, moins 30. Donc vous voyez, ça bouge pas mal. Ok. Pas d'effet de levier là-dessus. Hein. Je suis du spot, sinon vous allez vous faire liquider rapidement. Sur du long terme, honnêtement, moi j'ai pas de setup ici qui peut s'enclencher. On a trop pump. Je peux pas acheter une charte verticale, c'est du FOMO, et c'est hors de question. Accompagner le flux, hein. Quelqu'un qui fait du swing trading, pourquoi pas. Comme j'ai dit, soit on attend un break pullback, soit on a ici une prise de liquidité, réintégration. Mais globalement, j'attendrai d'avoir un signal assez intéressant et j'aurai une invalidation claire, une très bonne gestion de risque. Je vous rappelle, hein, moi je risque entre 0,25 et 1% de mon capital par trade. Donc ce qui veut dire que si je prends une perte, bah je peux m'en remettre. D'accord, je peux en prendre 2, 3, 4 d'affilée, je peux m'en remettre. Comparé à certains qui vont risquer 5, 10%, et souvent, 3, 4 pertes d'affilée, c'est 30, 40% du capital, et ça pique. Bah oui, mais ça faut le prendre en compte. Voilà, et je vous rappelle, hein, vous avez des gains proportionnels à votre capital. Ça c'est un fait. Si vous avez un petit capital et vous faites de gros gains, c'est vous prenez de gros risques. Donc c'est vous pouvez également faire de grosses pertes. Voilà pour MYX, mais en tout cas ouais, une charte quand même à être assez prudent au vu de la volatilité. Au niveau d'Avax, on en est où? Avax, on n'a toujours pas pris ce trade, hein, que je vous avais évoqué ensemble, qui peut être un setup assez intéressant. C'est si on a une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on validerait une pattern de retournement, on réintégrerait cette précédente value à réalo,
ok, et on validerait un bottom tout simplement. Donc l'objectif, ça serait d'avoir une invalidation sous la structure et d'avoir comme target l'extrémité opposée. Bon, ce trade, il est toujours pas lancé. Quelqu'un qui va chercher une entrée plus agressive peut mettre son stop loss sous des creux intermédiaires. C'est tout à fait possible, avoir une invalidation plus agressive. Bah, le problème, c'est qu'on peut se faire stop plus rapidement. Voilà, là-dessus, sur AVAX, c'est le seul setup que je pourrais moi voir de mon côté. C'est ici cette validation de pattern de retournement pour aller chercher l'extrémité opposée. Tant qu'on ne valide pas ça, on reste dans un flux baissier avec des moyennes mobiles ici plutôt plates. Alors, je vais le masquer ça. Masquer, cacher. Hop. Ouais, des moyennes mobiles plutôt plates. Bon, on oscille entre deux niveaux. On a posé ici un bottom sur le point pivot monthly. On le voit bien, 22 $. Bon, on peut regarder les points pivots yearly également. C'est des niveaux où je monte assez rarement, mais souvent c'est des niveaux intéressants. On peut poser pareil des bottoms ou des tops. Vous voyez, hein, on pose un top pile poil dessus. Hein. On était plus haut, mais globalement, voilà, c'est un niveau de prise de profit intéressant. La personne qui est sortie ici, peut pas me dire ah oui, mais j'aurais pu sortir 10% plus haut. Non, t'as une très bonne sortie. Vous voyez, point pivot yearly, on pose un top parfaitement dessus. Là, c'est un niveau qui fait parfaitement office de support et de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Là, on n'est pas loin d'avoir posé un bottom dessus. Donc, si on y retourne, là, vous voyez, une bonne confluence, 60 $. Zone de résistance d'un point de vue action du prix, point pivot yearly. Ça, c'est des niveaux pareils intéressants pour prendre des profits. Voilà de ce côté-là sur, hop, je remets mon trade. Voilà de ce côté-là sur AVAX. Le seul signal que je verrai, c'est celui-là. Tant qu'on ne valide pas ça, pour moi, on reste dans un flux qui est baissier. Dernière crypto, Ondo, hop. Bon, Ondo, c'est à peu près pareil qu'Avax, dans le sens où on a eu une forte baisse, on est globalement dans un gros range. Moi ici, je vois une grosse déviation réintégration. Notre range, il est ici. On revient chercher l'extrémité basse, on pump. On a un milieu de range également qui fait office de résistance. Le milieu de range, c'est toujours un niveau intéressant, qui peut être pris, qui peut être intéressant pour prendre des longs ou des shorts, mais souvent moi je préfère me positionner sur les extrémités. Je sais, il y en a qui sont adeptes de se positionner sur des milieux de range. Moi personnellement, je suis pas fan et je préfère toujours chercher des shorts sur l'extrémité haute ou des longs sur l'extrémité basse. Le milieu de range pour moi, je le laisse. Ça peut être, moi ça m'intéresse, je l'utilise pour prendre des profits, pour avoir des TP intermédiaires, mais jamais pour rentrer en position. Maintenant sur Ondo, phase de latéralisation même sur du court terme ici. On revient chercher l'extrémité basse et c'est une bonne zone pour chercher des longues. Soit c'est compliqué, hein, soit on attend un break de ce niveau-là, mais ça nous fait une entrée assez haute. Ondo sur l'investissement long terme, c'est plutôt complexe pour moi, c'est pas une charte qui m'intéresserait. Je l'utiliserais beaucoup plus pour faire du trading moyen terme, sauf que là j'attendrai un break, hein, parce que là les moyennes mobiles sont clairement plates. Voilà, faut avoir une vraie confirmation de breakout pour se positionner. Voilà là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux. N'hésitez pas à poser des questions. C'est normal de galérer, c'est normal. Vous apprenez. Quand vous êtes arrivé peut-être récemment sur le marché des cryptos, donc c'est normal d'apprendre. Soyez curieux. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également pour poser vos questions. Et si vous voulez vous former, vous avez ici les 200 € offerts et vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Déjà 1 pour activer votre offre et 2 pour voir ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.